Merci beaucoup, Patrick. Mais j'ai été pour 3 ans aussi le ministre des espions. Je vous remercie de cette invitation à partager avec vous mes observations sur le rôle du libéralisme économique et de la transparence politique dans le renforcement de l'état de droit et de la croissance économique en Nouvelle-Zélande ces dernières décennies. La Nouvelle-Zélande figure en effet régulièrement en tête de nombreux classements internationaux en matière de droits de l'homme, d'état de droit ou de liberté d'entreprendre. Si nous pouvons nous réjouir de cette situation, aucun pays ne peut cependant se permettre de se reposer sur ses lauriers. J'y viendrai plus loin. Pourquoi figurons-nous en si bonne place dans ces domaines et pourquoi notre croissance économique continue est-elle si satisfaisante depuis des années? Une partie de la réponse est trouvée dans les années 70. La Nouvelle-Zélande était alors dirigée par un Premier ministre qui je qualifierais d'autoritaire, Sir Robert Muldoon. Sa vision erronée s'expliquait en partie. Sir Robert était issu d'une tradition politique partisane, d'un interventionnisme fort de l'État, cela même de mettre en œuvre ce qu'il voulait faire. En plus d'être Premier ministre, Muldoon était également ministre des Finances. Il exerçait donc un contrôle complet sur les dépenses du gouvernement. L'exemple le plus notoire des effets néfastes de la centralisation du pouvoir entre les mains d'une seule personne fut sa décision unilatérale en 1982 de répondre à l'inflation galopante par un gel de salaire. Le vice-gouverneur de la Banque centrale, Roderick Dean, avait alors décrit cette mesure comme l'action d'un dictateur. Comme prévu, cette mesure s'est avérée désastreuse. Dès 1984, le déficit budgétaire était hors de contrôle et l'économie néo-zélandaise au bord de l'effondrement. Et c'est plus simplement en raison de l'ineptie personnelle de Muldoon, mais plus essentiellement à cause de la concentration du pouvoir exercé par ce gouvernement qui lui conférait une emprise totale sur l'économie néo-zélandaise et la vie économique de ses citoyens. Après une élection anticipée le 14 juillet 1984, Muldoon fut démis. Un gouvernement travailliste conduit par David Lange l'a remplacé. Ce gouvernement décida de changer radicalement de voie. C'est, à mon sens, l'un des meilleurs gouvernements de l'histoire néo-zélandaise et notre réussite économique actuelle s'explique en grande partie par les réformes qu'il a conduites à cette époque. Ce gouvernement travailliste a compris deux importants principes qui ont permis à la Nouvelle-Zélande de se remettre des années Muldoon et des précédents gouvernements qui n'avaient pas mieux réussi. Le premier principe est que les hommes politiques ne peuvent pas prendre
toutes les décisions. Ils ne sont d'abord pas compétents pour le faire, et puis ce n'est pas à eux de prendre ces décisions, encore moins lorsque ces décisions peuvent être prises par des personnes plus qualifiées pour le faire. Si l'on peut se passer du gouvernement pour prendre les décisions, alors il faut s'en passer. C'est que le nouveau gouvernement décida, lorsqu'il ouvrit notre économie, alors protéger le reste du monde. Et cela réussit pleinement. En 1984, la Nouvelle-Zélande était l'une des économies les plus régulées du monde. C'est aujourd'hui l'une des moins régulées. Le second principe était que même lorsqu'un pouvoir était légitimement exercé par l'État, il fallait que ce dernier l'exerce en toute indépendance. Deux exemples sont ici utiles. L'une des grandes réussites du gouvernement travailliste fut l'introduction du modèle d'entreprise d'État, où les entreprises, telles que les compagnies nationales d'électricité, qui étaient plutôt mal gérées par le gouvernement, ont été reconstituées en entreprises appartenant à la couronne, mais avec une indépendance sur la façon d'agir où l'on attendait d'elle qu'elle soit rentable. Selon ce modèle, des administrateurs indépendants étaient nommés par le gouvernement, mais exerçaient le pouvoir en toute indépendance. Les résultats furent spectaculaires. En 30 ans, ces entreprises sont passées de compagnies relativement peu performantes à des entreprises rentables, redistribuant des dividendes à ses actionnaires, l'actionnaire majoritaire demeurant la couronne. Une autre réussite durable fut la loi sur la réforme de la Banque centrale qui conféra à l'institution une indépendance statutaire sur un certain nombre de prérogatives. Cela permit d'empêcher que les politiciens tels que M. Muldoon puissent établir le niveau des taux d'intérêt à des fins politiciennes. De nombreux plans de libéralisation de l'économie furent entreprises dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de la politique fiscale. Je ne peux tous les évoquer aujourd'hui, mais chacune de ces mesures était mue par la même approche, visant à retirer le pouvoir des mains de responsables politiques lorsque ce pouvoir était irrationnel, ralentissait la croissance économique ou avait des effets pervers de toutes sortes et parfois présenter tous ces inconvénients à la fois. Les gouvernements successifs de Nouvelle-Zélande ont soit étendu ou ralenti ces réformes. Le gouvernement du Parti national, conduit par Jumboja, de 1990 à 1997, a poursuivi dans cette voie de libéralisation du marché. Le gouvernement de Helen Clark, de 1999 à 2008, n'est pas revenu sur les grands principes de cet échange. Les gouvernements de John Key et Bill English, 2008 jusqu'à 2017, auxquels j'ai appartenu, ont continué sur ce modèle d'entreprise d'État
tout en assurant que les actions puissent être détenues par tous les citoyens néo-zélandais, l'État restant actionnaire majoritaire. Les responsables politiques néo-zélandais restent souvent partagés sur les réformes conduites par le gouvernement travailliste de M. Longy. Et il y a certainement beaucoup d'excès qui sont encore ressentis aujourd'hui. Mais j'observe souvent des hommes politiques actuels, notamment aujourd'hui aux États-Unis, qui partagent encore la vision aujourd'hui discréditée que l'État détient toutes les réponses. Les personnes qui n'étaient pas en vie à l'époque ne se souviennent pas des effets néfastes de cette approche. Ce n'est pas la bonne réponse. Par chance, en Nouvelle-Zélande, les principes fondamentaux de la décentralisation du pouvoir et du retrait de celui-ci des mains des politiciens, quand cela est nécessaire pour le transférer aux citoyens et aux organes devant reprendre de leurs actions devant les hommes politiques, sont restées les lignes directrices des gouvernements de droite et de gauche ces 35 dernières années. Ce sont des principes ancrés maintenant dans la culture politique néo-zélandaise. Il serait aujourd'hui impossible qu'un politicien tel que Sir Robert Muldoon centralise autant le pouvoir ou provoque le même type de dégâts. Mais comme je l'ai indiqué au début de mon propos, la libéralisation du marché et la limitation des pouvoirs du gouvernement ne sont pas les seuls prérequis pour une croissance économique solide. Un gouvernement compétent et encadré est certainement un facteur clé. Mais il est encore peut-être plus essentiel que soit respecté le concept d'état de droit. Ce dont j'ai parlé jusqu'ici ne forme qu'une partie de ce qui s'avère un concept très important, fondamental pour la santé économique d'un pays. D'ailleurs, lorsque interrogé sur ce qu'il considérait comme le plus important facteur de croissance économique, Alan Greenspan, ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine, répondait l'état de droit. Il avait raison. Mais qu'est-ce que l'état de droit? C'est un concept souvent évoqué par les responsables politiques et les juges, mais qui n'est jamais vraiment défini. Il est souvent considéré comme une sorte de bien commun général. En 2010, un juge anglais, Lord Bingham, a écrit un livre intitulé « L'état de droit ». Il en décrivait le principe fondamental qui était selon lui que toutes les personnes et les autorités au sein de l'État, qu'il s'agisse d'un individu ou de la puissance publique, est soumis et éligible à la force de la loi, celle-ci étant promulguée de façon prospective et administrée par des tribunaux. Une des principales raisons d'appliquer ce principe était que la conduite réussie des échanges de commerce et des investissements est généralement promue par un corpus juridique qui dit les droits
et les obligations des parties, personne ne choisirait de faire des affaires qui impliquent parfois d'importantes sommes financières dans un pays où le droit des parties reste vague ou indécis. Je souscris à ces propos. Si l'état de droit est fort dans un pays, avec le temps, il se perpétue de lui-même, en déteignant à la fois sur les institutions et sur la culture de ceux qui les servent. La certitude et l'équité conduisent à la confiance. La confiance conduit aux investissements. Les investissements conduisent à la croissance. Selon moi, 3 points spécifiques caractérisent le pays où l'état de droit est en vigueur. Le premier est celui que j'évoquais plus haut, concomitant de la libéralisation économique. Un gouvernement responsable et transparent. La confiance sera de mise dans un pays où la responsabilité et la transparence politique sont fortes, où la loi est suivie et appliquée par les responsables choisissant le favori ou des ministres pouvant faire des décisions prises de façon indépendante. Les fonctionnaires y appliquent les règles. Les responsables politiques doivent respecter leur engagement. La gouvernance s'effectue de façon transparente et les lois s'appliquent aux gouvernants comme à quiconque. Dans une société où l'état de droit est respecté, les responsables politiques ont moins de pouvoir que les gens ne pensent. Et, à mon avis, c'est une bonne chance. La qualité de l'état de droit se mesure souvent à l'aune de l'inconfort qu'elle provoque chez les responsables politiques. En Nouvelle-Zélande, l'indépendance statutaire de l'organisme national de statistiques gouvernementale lui permet de publier plusieurs statistiques à son gré sans en informer au préalable le gouvernement. Un gouvernement ne peut donc ainsi pas, par exemple, demander le report de la publication de chiffres de chômage embarrassants à la veille des échéances électorales. Un autre exemple est la loi sur l'information officielle, qui rend l'ensemble de l'information officielle publique, à moins d'une raison explicite pour la garder confidentielle. Un défenseur de droit issu du Parlement peut contraindre un ministre à publier des documents qu'il souhaite garder secrets. Ce type de supervision indépendante contribue à la transparence et la prévisibilité de l'action publique. La supervision la plus importante doit toujours provenir de la législature. Les responsables politiques sont élus par les citoyens, non seulement pour former un gouvernement, mais également, du moins dans le système de Westminster, pour le tenir responsable de ses actes. L'un des exemples récents dans l'actualité est la controverse en cours au Canada, où des allégations impliquant des membres du cabinet du Premier ministre Justin Trudeau accusés d'avoir fait pression sur l'ancien procureur général Jody Wilson-Raybould pour que cette dernière suspende les poursuites à l'encontre d'une entreprise au Québec. Elle s'y refusa, fut rétrogradée, puis démissionna. Depuis,
c'est un des membres du cabinet qui a démissionné. Si ces allégations sont avérées, le principe fondamental selon lequel personne n'est au-dessous des lois et celle-ci s'applique à tous sans crainte ni faveur a peut-être être violée. La force de l'état de droit est telle au Canada cependant que les faits seront en fin de compte établis soit par une enquête indépendante, soit par le Parlement. La culture de la responsabilité politique est si ancrée au Canada que personne, ni même un premier ministre, n'y peut y échapper. Le deuxième principe important à la promulgation claire de la loi. Il doit exister des règles précises et bien définies, établies par la législation et des régulations. Cela procure aux investitures la certitude nécessaire pour prendre leurs décisions. La Nouvelle-Zélande, comme beaucoup d'autres pays, ont vu le nombre de lois accroître de façon exponentielle ces dernières années. Lorsque j'étais procureur général, nous avons pris 2 mesures fortes pour s'assurer que la loi soit accessible et claire pour chacun cherchant à connaître ses droits et ses obligations. Nous avons d'abord mis en œuvre un projet de mise en ligne d'ensemble de la législation et des régulations. La seconde étape de ce projet est en cours et nous sommes en train de regrouper l'ensemble de corpus juridiques ayant un statut légal. Cela signifie qu'il deviendra un point de référence pour quiconque souhaitant connaître la loi dans un domaine donné. Ensuite, nous avons initié un programme de révision et de consolidation des lois existantes. Dans le droit commercial, par exemple, il existe un nombre d'anciens actes commerciaux, certains remontant en 1900. Nous les avons consolidés dans un seul document législatif. La substance de la loi est restée inchangée, mais sa présentation s'en trouve améliorée. Le troisième principe, comme évoqué par Lord Bingham, c'est la certitude que les droits, notamment ceux touchant aux droits contractuels et de propriété, seront appliqués même après l'événement par les tribunaux compétents et impartiaux. Cela suppose un système judiciaire indépendant, doté de moyens suffisants, efficaces et aptes à rendre des jugements. Les néo-zélandais se plaignent fréquemment du temps trop long que met la Cour suprême à rendre ses jugements, souvent au-delà d'un an. À mon avis, ce n'est pas satisfaisant. Une justice retardée, c'est un déni de justice. L'incertitude causée par ces retards n'inspire pas la confiance des milieux d'affaires. Bien sûr, les 3 éléments que j'ai mentionnés sont centraux dans l'application de l'état de droit et dans sa relation avec la croissance économique. Un gouvernement transparent et responsable, une législation claire et accessible, un système judiciaire efficace sont simples à évoquer, mais plus difficiles à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'exemples de pays, notamment dans les zones post-coloniales, où les réformes
les institutions sont en place, les lois sont votées, mais sans la culture nécessaire pour les soutenir. Les institutions et les lois ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles requièrent une culture de l'état de droit pour les soutenir, ce qui ne peut survenir que le temps. J'espère avoir montré que tel est le cas de la Nouvelle-Zélande, un bon exemple du rôle qui joue l'application et l'adhésion rigoureuse à l'état de droit dans le développement de l'économie nationale. La Nouvelle-Zélande, plus ou moins, fait siens ces principes hérités de notre passé de colonie britannique depuis notre création. Nous sommes désormais l'une des démocraties continues les plus anciennes et stables. Pour insister davantage sur l'importance d'une adhésion continue à l'état de droit à travers le temps, il suffit d'observer les pays où la confiance a été perdue pendant une période donnée. L'Argentine est un bon exemple. Elle possède d'énormes atouts, d'importants étendues de terre, une population formidable et travailleuse et d'importantes ressources naturelles. Mais à travers son histoire récente, sa société et son économie ont été minées par des dirigeants en forts et l'influence continue du terrorisme. La certitude et la confiance qui ont permis à la Nouvelle-Zélande de se développer ont été perdues en Argentine à différentes périodes de son histoire. Et une fois perdues, il faut beaucoup de temps et d'efforts, parfois vains, pour les récupérer. L'Argentine est un pays peu performant économiquement et qui a continuellement déçu. L'expérience néo-zélandaise depuis les années 1970 prouve qu'un pays peut faire fonctionner son économie s'il opère les bons choix. L'Argentine montre les dégâts continus qui peuvent être causés non seulement sur le court terme au plan économique, mais aussi sur le long cours lorsque le pouvoir est centralisé entre les mains de mauvaises personnes sur une période étendue. Merci encore pour m'avoir permis de visiter votre pays merveilleux pour évoquer ces questions. La Nouvelle-Zélande est actuellement dans une position favorable grâce aux changements évoqués dans mes propos. Mais nous vivons dans un monde étrange où rien ne peut être tenu pour acquis. Les lois peuvent toujours être révoquées et défaites. C'est pourquoi nous devons rester vigilants pour que ces leçons si durement apprises ne soient pas oubliées.